Et dès lors que l'on idéalise quelque chose, nous ne pouvons qu'être déçus et souffrir. La dernière fois, nous avons abordé la peur de réussir sous le signe de la procrastination, révélant certaines angoisses plus profondes. Et aujourd'hui, j'aimerais aller encore plus loin en abordant la peur miroir de celle-ci, la peur de l'échec. Mais j'aimerais ici changer de formule et être davantage dans la précision en abordant le concept de névrose et plus particulièrement celle qui va venir nous mettre en échec, la névrose d'échec. La peur de l'échec étant révélateur d'une structure psychique qui va favoriser l'échec. Et pour commencer, qu'est-ce que la névrose ? C'est vrai que c'est un terme que j'emploie souvent dans mes vidéos, mais qu'est-ce que c'est réellement ? Le terme de névrose voit le jour durant la seconde moitié du XVIIIe siècle sous la plume du médecin écossais William Cullen. Dans un traité de médecine paru en 1777, il aborde certaines maladies mentales et physiques telles que la dyspepsie, les palpitations cardiaques ou encore l'hystérie. L'usage commun de ce terme, au cours du XIXe siècle, désignera toute une série de maladies qu'on pourrait caractériser de la manière suivante. On leur reconnaît une base organique précise, d'où le terme par exemple de névrose digestive, névrose cardiaque ou encore névrose de l'estomac. Ce sont des maladies fonctionnelles, c'est-à-dire sans inflammation ni lésion de structure de l'organe malade. Et enfin, elles trouvent leur origine dans le système nerveux. Le terme de névrose fut popularisé en France en 1785 par Philippe Pinel, médecin psychiatre. Terme qui sera par la suite repris par Sigmund Freud à partir de 1893, où ici il va prendre le sens de maladies nerveuses dont les symptômes symbolisent un conflit psychique refoulé d'origine infantile. Le symptôme serait donc un message, une tentative de communication du corps pour mettre en lumière un conflit intérieur qui pourrait être déchiffrable grâce à l'exploration et à la compréhension de l'inconscient du malade, corps et esprit étant liés. Et ces conflits psychiques se résument dans l'opposition de deux grands concepts freudiens. Le principe de plaisir, qui est rattaché à l'inconscient, qui pose un déni sur le principe de réalité, perçu comme mauvais, dérangeant, où les pulsions vont chercher par tous les moyens à se décharger, visant la satisfaction immédiate, sans contrainte. Ici, le temps n'existe pas, l'autre n'existe pas, nous nous vivons seuls et immortels. Et en opposition, nous avons le principe de réalité, qui est rattaché au conscient, qui, comme son nom l'indique, fait référence au réel, à ses frustrations, ses interdits, ses limites, celle de ne pas pouvoir tout avoir, celle de ne pas pouvoir tout être, celle de ne pas être tous égaux. Et c'est cette dualité entre ces deux principes qui vont amener du conflit, donc de la névrose, et à terme de la souffrance, amenant naturellement de la plainte. En fait, nous souffrons, mais sans savoir de quoi. Et cette théorie va être affinée par Freud en 1920 lorsqu'il va élaborer 3 instances. Nous avons le ça, associé au principe de plaisir, enfermant tout de même notre désir, notre inné, ce pourquoi nous sommes faits sur Terre, notre vrai self. Le moi, il s'agit du conscient, du soma, du corps, du principe de réalité. Et le surmoi, le juge, le censeur, qui regroupe notre idéal du moi, un idéal de vie qui serait celui de répondre aux injonctions de notre transgénérationnel, notre faux self. Même s'il y aurait énormément de précisions à ajouter, j'essaye d'être synthétique, nous avons donc maintenant un conflit qui se précise entre les caprices du ça et les exigences du surmoi. Et qui c'est qui va en pâtir ? C'est le corps, le soma, le moi. J'en viens donc à cette conclusion d'une citation de Freud que j'ai déjà amenée en vidéo mais que je trouve vraiment éclairante, qui est la suivante : le moi n'est pas maître dans sa propre maison.
Et bien sûr, il existe une multitude de névroses. Nous avons notamment la névrose de caractère, la névrose hystérique ou narcissique, mais j'aimerais vraiment ici m'attarder sur celle qui va nous intéresser, qui est donc la névrose d'échec. Terme introduit par René Laforgue au XXe siècle, qui désigne une structure psychologique où l'individu va de lui-même être l'artisan de ses propres malheurs, jusqu'à même se refuser ce qu'il semble ardemment désirer. Ce qu'il y a à retenir, c'est que d'une façon générale, l'échec est le prix à payer par toute névrose, dans la mesure où le symptôme, le moi blessé, implique une limitation dans sa réalisation à cause d'un blocage de son énergie. C'est très énergivore la névrose, c'est très handicapant, surtout qu'on n'en a pas conscience. Et toute cette énergie qui est déployée à lutter, c'est de l'énergie que l'on met pas dans un projet qui nous tient à cœur, amenant du coup de l'échec. Freud, dès 1916, avait attiré l'attention sur certains profils qui, je cite, échouent devant le succès, où le névrosé se refuse à lui-même la satisfaction. Dans La répétition, sous-titré Mémoire et compulsion, regroupant divers écrits de Freud, nous retrouvons un extrait d'Au-delà du principe de plaisir, paru en 1920, où celui-ci rattache certains types d'échecs névrotiques à la compulsion de répétition, le fait de répéter les mêmes erreurs, d'être face aux mêmes échecs, au travers de ce qu'il appelle des compulsions de destin, qui avec le temps deviendront névroses de destinée. Freud évoque, à titre d'exemple de répétition, le cas de ces personnes qui, je cite, donnent l'impression d'un destin qui les poursuit, d'une orientation démoniaque de leur existence. Et un peu plus loin, c'est ainsi qu'on connaît des personnes dont toutes les relations humaines vont vers la même issue. On a donc des événements ou des expériences malheureuses qui sont répétées malgré la souffrance qu'elles procurent, alimentées par un désir d'insatisfaction. Elles se déroulent selon un enchaînement de causes et conséquences, mettant parfois du temps à se manifester complètement, rendant difficile aussi le fait de les identifier, ces compulsions de répétition, et elles apparaissent comme une fatalité dont l'individu semble être la victime. Et vous voyez, tout ce que je vous dis là me fait penser à une femme, à une diva même, une femme qui est restée dans notre mémoire comme quelqu'un de rayonnante, douce, sensuelle et aimante. Cette femme, c'est Dalida. À partir de 1956, elle entretient une relation avec l'homme qui l'a rendue célèbre, Lucien Maurice, déjà marié, puis tous deux se marient en 61, mariage qui durera qu'1 an. Dalida le trompe avec Jean Sobieski, un jeune peintre rencontré lors d'une soirée à Cannes. Cette relation avec ce peintre durera de 61 à 63. À la suite de sa séparation avec Sobieski, Dalida vivra une courte romance avec l'acteur Alain Delon et entretiendra une histoire d'amour avec le journaliste Christian de la Mazière, dont elle se sépare en 66. C'est alors qu'elle rencontre sur un plateau de télévision à Rome l'auteur, compositeur et interprète Luigi Tenco. Tous deux participent au festival de chansons de San Remo, interprétant la même chanson, Ciao Amore Ciao, écrite par Luigi. Mais à l'issue du concours, la chanson est mal classée par le jury, Luigi ne tolère pas cet échec et, alcoolisé, va jusqu'à se donner la mort. Lasse de tant de souffrances, Dalida tente de se suicider en prenant une grande quantité de médicaments, mais le destin en veut autrement, et après quelques jours de coma, la voilà de nouveau parmi les vivants. Tout juste remise de sa tentative de suicide, elle rencontre un étudiant italien, Lucio, âgé de 22 ans. Même si leur histoire ne dure pas, Dalida se retrouve tout de même enceinte et décide d'avorter, sans en parler à personne, mis à part à son frère Orlando et leur cousine Rosie. L'opération sera réalisée en Italie, clandestinement, l'avortement n'étant pas encore autorisé. Une opération qui sera probablement à l'origine de sa stérilité future. Dalida entame alors une analyse, tout en lisant Freud et Jung, et entretiendra entre 69 et 71 une liaison avec le voyageur, producteur et écrivain Arnaud Desjardins. Durant cette période, elle apprend le suicide de son premier amour, Lucien Maurice. Arnaud Desjardins, quant à lui, étant déjà marié, met un terme à leur relation. Vers 72, elle a une courte relation avec le chanteur Richard Stivell, qui lui avoue être lui aussi déjà marié.
En 72, par l'entremise de Pascal Sevran, elle fait la connaissance de Richard Chanfray. Ce dernier se définit comte de Saint-Germain, aventurier alchimiste et immortel, fréquentant la cour de Louis XV. Elle vit avec lui une relation très difficile qui l'amènera à le quitter en 81. À partir de 85, elle entretient une relation avec le médecin François Naudy, mais encore une fois, elle subit une nouvelle déception. Ce dernier ne souhaitant pas quitter son épouse, il se montre de plus en plus fuyant au fil du temps. Souffrant d'une dépression, suite à ses nombreux malheurs, elle se suicide le 3 mai 87, à l'âge de 54 ans. Est-ce que vous êtes d'accord que vous cherchez quelque chose? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je cherche quelque chose. Qu'est-ce que vous cherchez? Eh bien, je crois que pour moi, la chose la plus importante, c'est l'amour. Je cherche le vrai amour. Et si je regarde en arrière de mon passé, je peux dire que j'ai eu beaucoup d'hommes dans ma vie, mais que ma recherche était toujours l'amour, le vrai. Et je me rappelle, au mois de janvier à Cannes, j'étais avec mon ex-mari. Et comme il me connaît bien, il s'appelle Lucien Maurice, je lui dis, Lucien, vraiment, tu me connais, tu connais ma vie, et je suis passée toujours d'un homme à un autre parce que je cherchais quelque chose, je cherchais cet amour que je n'ai pas trouvé. Mais j'aime toujours, et je suis sûre que cet amour existe. Donc pour moi, c'est peut-être la recherche, oui, pourquoi pas le dire, la recherche d'un amour plus grand, sublime, oui, l'amour de Dieu. Ah, vous venez de dire l'amour de Dieu. Oui, mais l'amour de Dieu qui, à travers les hommes, mène à Dieu. C'est là, je pense que c'est possible. Et est-ce que cette façon que vous avez de voir les choses, maintenant, aujourd'hui, vous l'avez eue toujours? Ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un changement dans votre existence à un moment ou à un autre? Non, je ne l'ai pas eu toujours. Il y a eu un changement, j'ai eu un choc, mais ça a été toujours la même chose. C'est un choc d'amour aussi. Finalement, je suis partie pour un amour et je me suis retrouvée en arrière dans ce monde avec un autre amour, un autre genre d'amour. Je suis partie pour rejoindre une âme et je me suis retrouvée en face à moi-même, mon âme. Vous voulez dire, et ça tous les spectateurs s'en souviennent, quand vous avez voulu mourir et qu'heureusement, après 5 jours dans le coma, vous êtes revenu à la vie, qu'à oui. ce moment-là, c'est à ce moment-là que c'est opéré, cette transformation. Absolument, je me suis demandé le pourquoi, le comment de tout ce qui m'arrivait. Et finalement, je me suis aperçue, voilà, oui, la recherche aussi, c'est que mon âme, finalement, je la connaissais absolument pas. Bien sûr. Est-ce que vous pensez que la vie que vous meniez jusque-là était responsable de cette ignorance de votre âme? En partie, oui, mais je crois que finalement, les fautifs, c'est toujours nous. C'est moi la fautive. La vie, oui, ça peut influencer, mais je crois toujours que c'est nous-mêmes qu'on est. C'est à nous, c'est mea culpa, c'est pas les autres. Et surtout, dernièrement, j'ai lu un de vos livres qui m'a beaucoup apporté, c'est Le chemin de la sagesse. Il y a tellement de vérité. Mais surtout, j'ai appris une chose, que finalement, on cherche trop loin ce qu'on a tout près. Et si je regarde au fond de moi-même, je crois bien qu'on a tous un trésor qu'on ne connaît pas. En nous. En nous. Et que seulement, comme vous le dites très, très bien dans vos conférences et dans votre livre, on est habillé par un tas de choses. Et il faut pouvoir se dépouiller pour arriver à ce trésor immense qu'on a en nous. Ah, par conséquent, vous avez l'impression qu'il y a une démarche que nous pouvons faire, une tâche que nous pouvons entreprendre pour cette transformation. Oui, et c'est pour ça que j'ai assisté à un tas de conférences, et c'est pour ça que j'ai lu des livres. C'est pour ça que vous pouvez m'aider, bien sûr, en mettant en pratique certaines choses. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez dire que vous avez déjà quelques certitudes, des choses dont vous êtes certaine, dans cet ordre d'idées, des certitudes différentes de celles qu'on acquiert habituellement dans l'existence? Oui. Je crois que si on prend le chemin de la vérité, de ce qui est juste, de ce qui est vrai, c'est déjà un acheminement vers ce chemin de la sagesse. Mais surtout, je crois qu'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de beau, il n'y a pas de laid. Ce sont les choses quand elles sont à leur place. Ça aussi, vous l'avez écrit dans les chemins de la sagesse.
Dès lors que l'on met en évidence les compulsions de répétition, tout prend sens. Dalida avait tout. L'argent, la réussite, la célébrité. Tout, sauf une chose qui lui était manquante, l'amour. L'amour qui fonctionne, qui dure dans le temps, l'amour vrai, l'amour de Dieu, pour reprendre ces mots. Dalida idéalisait l'amour. Et dès lors que l'on idéalise quelque chose, nous ne pouvons qu'être déçus et souffrir. Cela explique aussi ces nombreuses relations qui ne donneront rien. À idéaliser, le retour du réel est encore plus dur à affronter. Alors elle a continué, encore et encore, sa quête de cet idéal de l'amour, en vain. Elle dira en 1994, pour le magazine Jour de France, « J'ai besoin de passion. Je suis incapable de vivre sans amour. Quand je suis amoureuse, rien d'autre que lui ne compte. Je ne pense qu'à lui. Je ne vis que pour lui. Je n'accomplis pas un geste sans le voir et le sentir au plus profond de moi-même. Même sur scène, chacune des chansons que je chante est chantée pour lui. Être amoureuse signifie que je suis prisonnière de l'homme de ma vie. Sa prisonnière est sa chose. L'ensemble de ses relations amoureuses sont des échecs. Soit elle se met elle-même en échec, en partant suite à une tromperie, soit l'autre décède, soit elle va s'intéresser à des hommes inaccessibles, déjà mariés. On pourrait même digresser un peu et se demander pourquoi elle s'est intéressée à des hommes mariés. Mais ça tombe sous le sens. C'est bien plus stimulant. Il y a l'interdit derrière, il y a l'inaccessible. D'ailleurs, ce serait intéressant que vous puissiez me partager, peut-être vous en commentaire, on pourrait même faire une étude de cas, une étude sociologique, sur le nombre de personnes à qui c'est déjà arrivé de s'intéresser à des personnes déjà en couple. Moi-même, je me suis déjà intéressé à des filles qui étaient en couple. Et bien sûr, tout ce qui se joue derrière, c'est ce que Freud a élaboré, sa plus grande théorie, qui est le complexe d'Oedipe, avec cette recherche de relations triangulaires, de trahison, bien sûr. Mais pour revenir sur le cas qui nous intéresse ici, le cas Dalida, on retrouve très bien ici ce que Freud avait écrit concernant la compulsion de destin, le cas de ces personnes qui, je cite de nouveau, donnent l'impression d'un destin qui les poursuit, d'une orientation démoniaque de leur existence. Une forme de fatalité dans l'existence qui nous enchaîne à la souffrance. Et si je vous parle de tout ça, c'est pas pour vous plomber le moral, mais c'est pour faire du lien avec cette peur qui va nous empêcher, qui va nous entraver dans notre réalisation, qui est la peur de l'échec. Et parce que la pensée est créatrice, il nous arrivera dans notre existence ce que l'on redoute. Je redoute de perdre mon travail, je perdrai mon travail. Je redoute que l'on m'abandonne, on m'abandonnera. Je redoute d'être trompé, on me trompera. Je redoute de tromper, je tromperai. Et alors, une fois dans la pénombre, immobile, le regard vide, nous nous dirons à nous-mêmes « Je le savais, j'en étais sûr, c'était couru d'avance ». Avoir connaissance de la névrose d'échec, et plus particulièrement même de la névrose tout court, qui met suffisamment en échec, c'est bien déjà. Mais le travail qui, je trouve, est pertinent à mener, ça va être de les identifier, ces compulsions de répétition, que ce soit dans l'affectif ou le social, d'identifier dans votre vie, dans votre existence, ces événements, ces expériences malheureuses qui se répètent. Et une fois que vous les aurez identifiées, ces compulsions de répétition, vous pourrez vous décentrer. Vous aurez ici la compulsion de répétition qui va chercher à revenir, mais étant donné que vous l'avez identifié, vous allez en fait, métaphoriquement parlant, directement lui couper l'herbe sous le pied et du coup ne plus en être victime. Alors bien sûr, c'est pas simple, et c'est d'ailleurs le travail de toute une vie. Mais après, si vous êtes en réelle souffrance, que vous n'arrêtez pas de reproduire les mêmes schémas, que vous vivez vraiment les mêmes expériences négatives qui vous font souffrir, il existe une multitude de thérapies qui peut vous faire du bien. Personnellement, je fais une psychanalyse depuis 3 ans, et bien sûr que ça m'a aidé et que ça m'aide encore aujourd'hui. De mon côté, l'échec se manifeste dans le professionnel, et je l'ai identifié tout ça.
ce qui me permet aujourd'hui de me réaliser davantage. Et on aura l'occasion d'en parler prochainement en vidéo. Mais je conçois aussi que la psychanalyse ne plaise pas à tout le monde et ne corresponde pas à tout le monde aussi. Mais aujourd'hui, on a cette chance d'avoir une multitude de thérapies et dans le lot, forcément, vous trouverez votre bonheur, j'en doute pas. Mais ouais, en tout cas, je vous invite à faire ce travail d'introspection. Même seul pour commencer, c'est déjà très bien de vous libérer de vos nœuds pour enfin être libre, libre d'être qui vous êtes au fond de vous-même. Comme vous avez pu le voir, nouveau décor. Et oui, j'ai déménagé. J'ai laissé mon 26 mètres carrés dans le Vaucluse pour emménager en Ardèche. Et je vous dois dire que, ouais, je suis bien ici. C'est agréable. Si vous voulez aller plus loin sur le concept de névrose d'échec, je vous invite à lire Ils sont là, la répétition, Mémoire et compulsion de Freud, et Pourquoi répétons-nous toujours les mêmes erreurs de Nasio, un incroyable vulgarisateur de la psychanalyse. N'hésitez pas, foncez. J'en profite pour ceux qui sont encore là pour vous dire que sur ma page Patreon, vous pouvez retrouver l'ensemble de mes notes, sources et références qui me permettent de produire ces vidéos. Vous pouvez aussi retrouver mes différentes lectures audio en passant de Maupassant à Lovecraft jusqu'à Sénèque et même accéder à des podcasts exclusifs. En tout cas, pour les intéressés ou au minimum les curieux, vous avez un lien en description. Vous pouvez aussi, bien sûr, et c'est totalement gratuit, vous abonner à cette chaîne YouTube, si ce n'est pas encore le cas, et liker cette vidéo, et même, et j'ai envie de dire surtout, la partager si elle vous a plu, la partager pour faire connaître mon travail au plus grand nombre. Sur ce, merci pour votre écoute, bienvenue au nouveau, et à la prochaine. Ciao! Et dans cette chanson que je dis « Je veux vivre libre et sans loi », bien sûr, ça paraît un peu antisocial, parce que la loi, c'est quand même très social, et il le faut, parce que finalement, c'est l'interdit qui crée la civilisation. Mais pour moi, la liberté, disons, on voit beaucoup, c'est marqué partout, liberté, les hommes politiques en parlent, dans les journaux, enfin partout. Mais pour moi, la liberté, la plus importante, c'est l'homme libre, mais l'homme libre à l'intérieur de lui-même. Et comme je pense que nous sommes tous un sac de nœuds, nous sommes une contrariété, et que c'est une chose très difficile d'unifier toute cette contrariété, alors pour moi, la liberté, c'est vraiment de pouvoir s'unifier à l'intérieur et d'être libre de soi-même. Voilà.